Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on passe l'actualité en revue et on va parler cette semaine de Catalogne, de paradis de violences sexuelles entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Je vous présente tout de suite les experts. Le premier, c'est Pascal Lemaître. Il est passé maître dans l'art de l'illustration sans dédaigner la danse cambodgienne. Vous comprendrez tout cela en fin d'émission. Passionnariat aux multiples passions dont l'histoire et la psychanalyse, c'est Sylvie Losberg. Bonjour. Bonjour. Honoré par plusieurs prix littéraires, le romancier voisine le satiriste. Bonjour Marcel Sel. Bonjour Jean-Jacques. Et elle a décortiqué nos comportements sociétaux, comme chroniqueuse bien sûr. Bonjour Salma Awash. Bonjour. Alors, on commence par cette révélation de la semaine, les fameux Paradise Papers. Une investigation internationale menée côté francophone par le journal Le Soir. Entre autres découvertes, l'implication même de l'État qui a placé une de ses sociétés dans un paradis fiscal, les îles Vierges. Cette société s'appelle la SBI. L'occasion pour le PTB Marco Vanès d'attaquer très violemment Didier Reynders. Je pense qu'ici, on a atteint un niveau de conflit d'intérêts assez incroyable, puisque, point 1, l'État lui-même investit dans un paradis fiscal. Point 2, ce paradis fiscal, il profite surtout à un holding privé à Kerman-Sevanaren. Et point 3, la chef de cabinet de Didier Reynders est administratrice de ce holding qui profite de la situation. Donc voilà, ça, ce sont les faits. Alors maintenant, quels sont les liens entre ces 3 éléments? Ça, l'enquête le dira. Et alors, peut-être. Ça attire évidemment l'intérêt de tous, notamment des politiques, cette affaire Paradise Papers. Mais ça va plus loin que cette mise en cause ici de Didier Reynders. C'est de nouveau la révélation d'optimisation fiscale à un niveau énorme. Pascal Lemaître. Alors, moi, je ferai qu'un seul commentaire qui ne sera pas pointu, c'est que l'actualité, c'est une espèce de succession d'événements et de collages. Et moi, je vois ça dans l'ensemble de l'actualité, où on a à nouveau un mouvement de garder les sous pour soi, de surtout pas partager. L'impôt est pour partager et donc pour faire fonctionner une société. Et là, à nouveau, on est en phase de système où les gens se préservent et évitent justement de faire fonctionner la machine sociale et via le fisc. Donc voilà. Sylvie Losberg. Mais je ne sais pas si c'est l'optimisation fiscale qui pose problème, parce que c'est normal d'essayer finalement de réduire l'impôt. Le problème ici, c'est quand même qu'on est face à un braquage, finalement, un hold-up dans lequel l'État belge, en tout cas, est impliqué. Et donc, c'est une attaque contre les services publics, parce que clairement, c'est de l'argent qui n'arrive pas pour les citoyens. Et à partir de là, on peut quand même se poser la question de savoir, comme on sait que la Belgique est un des pays, sinon le pays qui taxe le plus le travail, comment les citoyens peuvent réagir face à cette évasion fiscale organisée par l'État. Je trouve que là, vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est vraiment un scandale. Donc moi, j'attends quand même un peu plus que de dire on va trouver les responsables et on va voir comment on va régler la question. Je crois que c'est vraiment un phénomène beaucoup plus complexe qui montre finalement que l'État a une responsabilité. On chasse la fraude, on tape sur les petits qui essayent d'éluder par-ci, par-là. Et puis on voit que c'est au niveau fédéral que ça se passe, c'est quand même assez grave. Marcel Sel. Oui, là c'est un cas, mais sur l'ensemble des Paradise Papers, le problème doit être scindé en 2 en fait. Il y a les fraudes d'entreprise, fraude pas forcément, c'est-à-dire l'optimisation d'entreprise. L'évasion fiscale, on va dire. Oui, mais qui n'est pas forcément une évasion fiscale, ça peut aussi être un arrangement. Je prends par exemple le cas d'un centre de distribution qui est en Belgique, où on dit, effectivement, ils ont un mécanisme qui passe par les Pays-Bas pour arriver à ne pas être taxé sur 900 millions d'euros, enfin je ne me souviens plus si c'est la somme exacte, quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas oublier que là, par exemple, on est dans un centre de distribution sur toute l'Europe, donc l'argent qu'ils récoltent vient de toute l'Europe, et l'impôt pourrait être récolté au niveau européen, ce serait plus efficace. Et puis d'un autre côté, donc il y a les entreprises où là il y a des tas de cas particuliers où on peut expliquer le ruling, par exemple dans certains cas, parce que ça permet de garder de l'emploi et des allocations. Enfin, le ruling, c'est un arrangement. C'est un arrangement entre l'État et une entreprise, ça permet de la personnaliser, mais il faut qu'il soit transparent, évidemment, c'est ça qui manque. Et puis d'un autre côté, on a des personnes qui créent des entreprises patrimoniales dans des paradis fiscaux, et là c'est pour vraiment éluder ce qui devrait
apporter à la société, parce qu'après, ils profitent aussi des écoles, ils profitent des universités gratuites, etc. Donc c'est extrêmement vaste. Et je pense que le gros problème, la seule façon de l'attaquer, c'est d'arrêter la concurrence fiscale entre les pays de l'Union européenne. Et c'est vraiment ça que les États membres doivent faire. Et c'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute aux États membres qui veulent chacun garder leur petit précaré fiscal au lieu d'essayer de créer une grande réforme européenne. Voilà. C'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute aux États européens. Alors, Salma Ouache. Alors, je vais rebondir un peu sur à peu près tout ce qui a été dit. Donc, quand même préciser qu'on n'est pas que sur de l'évasion fiscale, ça c'est très important. Et c'est justement ce qui amène l'idée de scandale, mais je dirais même que c'est un scandale de la légalité. C'est-à-dire qu'il y a eu le scandale de l'illégalité qu'on a eu avec les Panama Papers. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est que ce soit légal. Est-ce que c'est moral? C'est encore autre chose, mais c'est légal. Et donc on voit... Tout n'est pas légal. En tout cas, ce sont des choses qui sont autorisées. Effectivement, on peut rentrer dans ce débat-là. Et donc, en fait, quelque part, il n'y a aucun vrai scoop malgré ce scandale, parce que ce sont des choses qui sont connues et qu'on sait, que les États connaissent, que l'administration fiscale connaît depuis un certain temps. L'OCDE travaille depuis un certain temps aussi pour plus de transparence, et elle parle d'un chiffre de 250 milliards d'euros par an qui s'en vont ainsi. Et donc, effectivement, on arrive à ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire le cliché de dire « oui, mais moi, je suis un petit, et ils viennent me prendre mes impôts », et les grands, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ce qui, évidemment, nourrit probablement le discours d'opposants et de peut-être d'un peu plus extrémiste en disant que, voilà, on n'a pas d'égalité entre les citoyens. On va voir tout de suite ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Et nos deux invités ont un point commun cette semaine. Ce sont tous les deux des nouveaux députés. Il y a d'abord Gauthier Calonne, qui est député fédéral et maire depuis 2014. Il est conseiller communal et Excel. Et Magali Plovy, qui est députée bruxelloise écolo depuis le départ d'Isabelle Durand au Parlement bruxellois. Et elle est conseillère communale à Forêt. Voilà. Elle est donc écolo, et Gauthier Calonne est maire. On va commencer par vous, alors, Gauthier Calonne, puisque là, vous représentez la majorité au fédéral. Et vous avez assisté aux interpellations jeudi. On a critiqué très très fort le gouvernement fédéral sur cette erreur finalement de l'État de lui-même aller placer une société publique dans un paradis fiscal. On a effectivement eu ce débat ce jeudi à la Chambre. Effectivement, il y a eu un certain nombre de critiques et de condamnations de la majorité comme de l'opposition. Ce n'était pas seulement les partis d'opposition qui condamnaient cette situation, c'est aussi un certain nombre de représentants de la majorité qui se sont exprimés en ce sens en disant que ce n'était pas normal, que l'État devait avoir un rôle exemplaire, qu'une société dont les actions étaient détenues par l'État, avec de l'argent public, n'avait pas effectivement à investir dans des sphères et dans des paradis fiscaux à travers des constructions qui ne sont pas tout à fait qu'est-ce qui a coincé? éthiques. Comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte depuis 20 ans? Il faut savoir que c'est pas récent, hein, puisque c'est un dossier qui date des années 90. Mais je pense que là, il y aura lieu de faire toute la lumière avec les éléments qui sont maintenant sur la table et de voir au niveau de la justice ce qu'il y a lieu de faire, pourquoi ça a coincé, si c'est illégal ou si c'est légal, et si c'est légal, est-ce que c'est éthique? Et donc moi, je pense, comme beaucoup d'autres parlementaires, que l'État n'a pas à justement participer à ce type de construction. Il a un rôle exemplaire et donc effectivement il faut absolument que ça ne se reproduise évidemment plus. Alors Magali Plovy, écolo, a envoyé une lettre ouverte à Charles Michel concernant cette affaire-là. Ouais. Vous n'êtes pas content du tout, vous Non, en effet, mais donc on est vraiment dans l'hypocrisie la plus complète. C'est-à-dire que non seulement on avait déjà en termes de politique ambitieuse par rapport à cette question, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire il y a des recommandations déjà depuis des années et on voit ce qu'on en fait, c'est-à-dire vraiment rien. Et puis maintenant, on voit qu'en effet, l'État participe au système qu'on critique et qu'il n'est pas du tout en effet exemplaire. Donc c'est juste hallucinant. Comment pouvoir faire confiance à l'État si lui-même participe à cette fuite d'argent? On parle quand même de sommes d'argent faramineuses, de 10 à 20 milliards d'euros par an. Donc c'est assez hallucinant. Des pays, là où vous parlez de l'ensemble. De manière générale, des évasions fiscales, etc. C'est quand même intéressant de situer Bien sûr. La somme dont on parlerait pour la SBI, parce que je l'ai vue nulle part. Non, on ne la connaît pas encore. Oui, voilà. Pour ce SBI, c'est pas connu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment tout l'ensemble du système était, ça n'allait pas. Il fallait déjà pouvoir prendre des mesures fortes pour les combattre. Et maintenant, on apprend cette semaine qu'il y a une participation de l'État et du gouvernement par rapport à ça. Donc,
C'est quand même questionnant. Alors, où sont ces mesures fortes, Gauthier Callon? C'est pas un phénomène nouveau. Malheureusement, on avait déjà eu les Panama Papers qui étaient sortis il y a quelques mois. On a mis d'ailleurs sur pied au sein du Parlement fédéral une commission spéciale d'abord, Panama Papers, ensuite devenue commission d'enquête parlementaire. Et on arrive dans l'actualité parce que les conclusions et les recommandations, il y a 132 recommandations qui sont le fruit d'un long travail. 1 an et demi, on a eu des dizaines et des dizaines d'auditions, des centaines d'heures de travail par rapport à ça. Il y aura un débat jeudi prochain à la Chambre par rapport à ces recommandations. Et le ministre s'est engagé à intégrer dans les dispositifs le plus rapidement possible ces recommandations qui sont faites. Et donc on aura tous les moyens de lutter contre l'évasion fiscale. Il y a déjà par ailleurs un certain nombre de choses qui ont été faites à la fois au national. Alors justement, par rapport à la critique où on dit qu'il y a de moins en moins de moyens pour chasser les grands fraudeurs. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, la Belgique n'est pas une île, donc il y a effectivement un certain nombre de dispositions qui ont été prises au niveau belge. Là, il y a la taxe Caïman, par exemple, qui condamne les constructions juridiques dans les paradis fiscaux. Il faut voir le dispositif, il faut l'évaluer. En tout cas, il y a un certain nombre de pays qui veulent s'en inspirer, mais il faut aussi travailler sur le plan européen d'abord, et puis peut-être même international. Et au niveau européen, la Belgique participe à toutes les recommandations, à toutes les initiatives de l'OCDE et de la Commission européenne. Et le ministre des Finances, la semaine dernière, a encore plaidé pour qu'on finalise et qu'on arrête pour décembre prochain, donc c'est dans 1 mois, la liste des paradis fiscaux avec des sanctions. Et ça doit se faire au niveau européen, et je le dis même au-delà, au niveau international, parce qu'on ne peut pas lutter seul comme pays seul contre la fraude fiscale. Il faut le faire au niveau national, mais aussi dans un cadre beaucoup plus large. Magali Plovy, le gouvernement fait assez ou pas? Donc voilà, la priorité, elle est vraiment de donner de l'argent aux services qui peuvent lutter contre ces évasions et contre la fraude fiscale. On a entendu le juge Claise, il dit qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est clair, il a été dans plusieurs, que ce soit mercredi soir ou que ce soit mardi matin. C'est clair qu'il manque des moyens et ça se voit tous les jours. Et donc, je ne vois pas pourquoi, maintenant, il faudrait se dire qu'on n'a pas mis qu'on a mis assez de moyens et que tout va bien. Pas du tout. Il faut, alors, ok, on peut comprendre sur l'Europe, il faut avancer par rapport plusieurs pays, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit rien faire. Et franchement, il faut une politique ambitieuse et donc d'investir vraiment dans les services, la police et la justice, et vraiment travailler sur la transparence des comptes. Salma Ouach. Une question plutôt d'ordre sociétal. Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, on voit l'impôt comme une punition et pas comme une contribution sociale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Parce que c'est ce que ça reflète, finalement. C'est que l'impôt est vu comme une punition à laquelle il faut échapper. Magali Plovy. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. L'impôt n'est pas une punition, c'est vraiment une contribution à la collectivité, on en a tous besoin. Et donc, après, l'impôt doit être juste. Et donc, si on a un certain nombre de personnes qui arrivent à éluder l'impôt ou qui profitent pour s'enrichir et ne pas participer à la collectivité, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les citoyens trouvent ça normal. Et donc, les PME, les indépendants, les citoyens, eux, ils doivent payer. Et c'est normal, je crois qu'il faut contribuer à la collectivité. Mais alors, il faut que tout le monde contribue à la collectivité. Les autres aussi. Sylvie Losbert. Oui, je pense que c'est une question de culture, mais c'est aussi une question de loyauté, parce que clairement, ce sont les grosses entreprises, ce sont les plus fortunés qui éludent l'impôt, et maintenant on voit même un service qui dépend de l'État. Et on voit bien aussi que c'est un problème dans l'économie belge, la taxation. On est taxé à 50 ou à 56% le travail, c'est tout à fait insupportable et c'est tout à fait disproportionné par rapport à nos pays voisins. Donc je pense que là, on doit quand même à un moment donné se dire, on ne peut pas faire semblant que on ne savait pas, ça fait 20 ans, on ne sait pas où c'était. Excusez-moi, l'argent il s'en va et l'argent il revient, donc il y a bien un moyen de savoir qui l'a fait et quel service était au courant. Et voilà, moi je pense que là, il y a quand même un moment donné où c'est pas possible qu'on ne sache pas. Gauthier Callon. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut évidemment de l'équité fiscale. Et c'est pas normal que je veux dire, des indépendants, des citoyens, même des petites PME se sentent, je dirais, discriminés parce qu'elles font tout dans les règles et qu'elles voient qu'à côté de ça, il y a des capitaux qui échappent à l'impôt. Et c'est de l'évasion fiscale et c'est tout bonnement scandaleux. Maintenant, juste pour les moyens, je voudrais quand même signaler qu'il y a eu cette année-ci, en 2016, j'ai les chiffres ici, 2500 dossiers qui ont été ouverts à l'ISI, pour 1500 encore en 2014. Donc on a quand même sensiblement progressé. Il y a 1,7 milliard d'amendes qui ont été données et il y a 255 millions qui ont déjà été enrôlés. Alors certes, on peut encore faire mieux, mais c'est quand même déjà des masses financières qui sont actuellement en train d'être récupérées. Mais je pense qu'effectivement, il faut donner à un moment donné un message clair et de dire que c'est pas acceptable et que la loi, elle doit être la même pour tout le monde. Marcel Sel.
Non, moi je me demandais si, comme le Premier ministre a de bonnes relations avec Mark Rutte aux Pays-Bas et Bettel au Luxembourg, pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas déjà par vous arranger entre ces 3 pays qui sont 3 paradis fiscaux petits, mais avec quand même des petites échappatoires possibles, pour essayer de déjà trouver un arrangement au niveau du Benelux. C'est pas la première fois que le Benelux sert de pionnier pour avancer vers un accord globalement fiscal, ne fût-ce qu'au niveau des entreprises. Pour y engager Marcel Sell au cabinet de Charles Michel, je crois. Je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'effectivement, le Benelux, mais en plus, ce sont 3 premiers ministres libéraux, donc je pense qu'il pourrait y avoir un certain nombre de convergences. Et il y a d'ailleurs un sommet qui est prévu du Benelux entre nos 3 pays. Et je pense qu'on peut effectivement avancer, pourquoi pas. Pas d'ailleurs qu'en termes de fiscalité, mais sur d'autres domaines aussi. On peut peut-être effectivement déjà avoir là un moteur, puisqu'on sait que ce sont quand même 3 pays qui, sur le plan de la construction européenne et de l'idée européenne, ont quand même toujours été très attachés à ces valeurs démocratiques européennes. Donc là, je pense qu'effectivement, on peut peut-être avancer déjà à 3 et peut-être plus. Allez-y, militez dans votre parti. Fin de ce chapitre avec vous, Magali Plovy, en un mot. Oui, mais donc voilà, quand on s'entend pourquoi pas, moi je pense qu'il faut être ambitieux. En effet, au niveau européen, les 3 premiers pays, ceux-là, ça pourrait être intéressant. Je vous confie le dossier, allez-y. Et par contre, n'attendons pas par contre l'Europe pour avancer dans le pays. Et il y a en effet tout plein de recommandations. Et donc je crois qu'il faut les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Très bien. Autre sujet, les Catalans. Ils ont débarqué cette semaine chez nous. Enfin, il y en avait déjà quelques-uns qui étaient là, mais ils ont continué à débarquer. D'un côté, on avait des chefs d'entreprise qui étaient anti-indépendantistes, et de l'autre, 200 bourgmestres pro-Puigdemont. Reportage dans la rue d'Alexis Gonzalez et Thierry Duboquet. Comme une bande de touristes qui débarquent dans une ville, plus d'une centaine de maires catalans est à Bruxelles. En plein cœur du quartier européen, ils viennent porter la cause catalane devant l'Europe. Nous voulons faire connaître le problème du peuple catalan et voir si au cœur de l'Europe, qui est Bruxelles, on nous aidera à récupérer la démocratie perdue en Catalogne. Il continue de mettre les gens en prison pour faire ce pourquoi le peuple a voté. Nous sommes là pour revendiquer notre liberté et notre liberté de décision. Cela fait un certain temps qu'en Espagne on dit que c'est une affaire interne au pays. La réalité contredit absolument cette vision qui minimise l'impact que peut avoir une indépendance démocratique et pacifique au sein d'un pays membre de l'Union européenne. Regroupés face au Berlaymont pour prendre ce qu'ils appellent une photo de famille, les maires catalans réclament justice et entonnent symboliquement El Canto de los Segadores, le chant des faucheurs, l'hymne de la Catalogne. Un hymne qui chauffe les esprits entre pro et anti-indépendance, comme si 2 Espagnes s'affrontaient à Bruxelles. Comme vous avez pu voir dans tous les événements jusqu'à présent, ils n'ont fait que des actes qui ne visent qu'à une seule chose, c'est casser une société, fracturer un pays. Et nous, ce que nous voulons, c'est la paix, la concorde. Nous ne sommes pas là pour diviser quoi que ce soit. Nous avons toujours dit, les Espagnols, ce sont aussi des êtres humains qui sont sous le joug d'un gouvernement, je vais être peut-être fort avec le terme, mais d'un gouvernement franquiste. Catalogne, Espagne, Europe, Bruxelles concentre les problèmes espagnols, mais aussi européens. Parmi les souhaits des maires catalans, il y a celui de l'écoute et de la compréhension de leur situation, mais aussi celui de rencontrer ceux qu'ils défendent, le gouvernement catalan en exil et son président, Carles Puigdemont. Alors, il n'y en a plus que pour l'Espagne et la Catalogne. Alors, Salma Aouache, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce show catalan à Bruxelles ? C'est du show. Depuis le début, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez spécial. J'ai eu l'impression que pendant toutes leurs déclarations collectives, il n'y avait personne qui assumait vraiment sa position. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans un oui, je vais déclarer en sachant que je suis dans l'illégalité et en même temps, je m'expose à des sanctions, à une répression policière qui, effectivement, fait couler beaucoup d'encre et questionne et interroge
interroge en tout cas sur le fonctionnement de la justice et puis de la répression. Mais il y a une importation du conflit que je n'arrive toujours pas à saisir. C'est-à-dire, oui, on peut dire qu'on a des points communs entre la NVA, mais en fait, vraiment, de loin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans l'esprit d'indépendance de la Catalogne. C'est quelque chose qui est ancré en eux depuis plusieurs générations. Moi, je ne suis pas... Tu diras ton point de vue après. Chez les Flamands aussi. Chez les Flamands, ce n'est pas la même chose parce que déjà, au niveau même du bord politique, ils sont totalement différents. Donc, on ne peut même pas commencer à comparer. Ensuite, mais si, on est sur une vision d'une société au niveau même social, au niveau des ethnies, au niveau de la solidarité qui n'a rien à voir avec celle qu'on peut voir en Flandre. Et ce qui me dérange encore plus, c'est le fait de commencer à prendre la parole sur ces sujets, tout en sachant qu'on est représentant politique et qu'on ne se mêle pas de questions européennes et de questions comme ça aussi. C'est même pas une question européenne, c'est une question nationale d'une façon aussi peu délicate. J'ai l'impression que Charles Marouache est d'accord avec Charles Michel. Il faut une certaine discrétion. Gauthier Calonne, est-ce que vous trouvez que les politiques globalement ont suivi ce conseil de Charles Michel? Ce que je veux d'abord dire, c'est que c'est une crise espagnole. Et pas une crise belge. Alors, effectivement, elle a un peu été importée ici, ça c'est clair, parce que, effectivement, le ministre-président destitué Puigdemont a débarqué à Bruxelles et ensuite... Il a été plus ou moins invité quand même via quelques tweets. 200 maires qui ont suivi. Alors, invité par un tweet, moi je pense qu'il avait bien l'intention de venir à Bruxelles parce que Bruxelles n'est pas que la capitale de la Belgique, c'est aussi la capitale de l'Europe. Et il l'a d'ailleurs dit, je suis ici pour me faire entendre ma voix auprès des autorités européennes. Essayer de lui faire sentir qu'il serait quand même bien. Oui, c'est ça. Il a quand même remercié la NVA. Parce que la justice est belge. Alors, par rapport à ça, effectivement, lui souhaite se faire entendre au niveau des institutions européennes, qu'on n'a pas beaucoup entendu d'ailleurs à ce sujet. Maintenant, effectivement, il y a un processus judiciaire qui a été lancé. Et donc je pense que maintenant il appartient à la justice de trancher ça en toute sérénité. Il y a un mandat d'arrêt européen qui a été lancé. La Belgique, comme l'Espagne d'ailleurs, font partie de l'Europe et donc ont accepté ce processus. Et donc il faudra effectivement voir ce que la justice belge décidera. Il s'est présenté au parquet la semaine dernière. Il a été libéré. Et donc il restera à mon avis encore en Belgique et à Bruxelles en particulier parce que c'est la capitale je crois qu'on de l'Europe. Pendant un mois et demi facilement. Je pense Magali Plovy, on a beaucoup entendu comparer l'Espagne au franquisme et tout ça. Est-ce que vous suivez aussi ce genre de critique de l'Espagne parce qu'ils emprisonnent des politiciens? Je ne comparerai pas en effet le gouvernement actuel avec le franquisme. Par contre, il est clair qu'il y a des questions qui se posent quand on prend comme décision en tant que ministre, en tant que Premier ministre de ce gouvernement, de violence étatique, policière, ou d'emprisonner. Et donc c'est clair que... c'est pas le Premier ministre qui a décidé. C'est pas le Premier ministre, c'est la justice, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est le choix que le gouvernement a pris d'aller plutôt vers la justice et plutôt vers la coercition, plutôt que d'essayer d'avoir une solution politique. Donc on a des actes politiques très graves, c'est clair, ils savent que c'est dans l'illégalité, mais en même temps, ça reste quand même des actes politiques. Je trouve qu'on aurait dû trouver des solutions de dialogue et de solutions politiques plutôt que judiciaires. Finalement, on se rend compte, Sylvie Losberg, c'est que l'Espagne n'est pas la Belgique. En Belgique, peut-être on aurait discuté, peut-être. En Espagne, on ne discute pas. Oui, donc je crois que l'erreur du gouvernement Rajoy, c'est précisément d'avoir fait obstruction à une nouvelle discussion sur les revendications de la Catalogne, et d'utiliser une manière répressive du siècle passé pour un coup d'État, qui est un coup d'État du XXIe siècle. Et moi, je pense que c'est là qu'il faudrait vraiment travailler sur la question de qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'ont fait les dirigeants catalans. Et d'ailleurs, je voulais juste vous citer Javier Cercas, qui est un grand écrivain espagnol qui vit en Catalogne et qui se considère comme catalan. Il dit que c'est un coup de fouet, un coup d'État qui ressort du populisme nationaliste comme celui qui a engendré Trump et le Brexit.
Et sur la question du franquisme, très clairement, c'est une injure aux victimes du franquisme de comparer le gouvernement, certes très catholique et très réactionnaire de Rajoy, avec le franquisme. Pourtant Elio Di Rupo et Bardoué verlon. Oui, enfin bon, écoutez, en Belgique, on a vraiment là toujours le pompon pour comparer ce qui n'est pas comparable. Autant dans le chef de la NVA, je trouve que c'est scandaleux, et en plus la NVA utilise ça évidemment pour pourrir la situation ici. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment se garder de faire des comparaisons qui ne sont pas raisonnables du tout. C'est intéressant, pardon. Non, c'est intéressant le fait que tu pointes justement ce mouvement encore du Brexit, de gens qui disent on veut être indépendant, on ne veut pas partager avec les autres. Moi, un truc qui est applaudi par la nouvelle alliance flamande, ça me fout très mal. Et donc il y a tout ce truc qui est mondial, et c'est vrai que dans l'actualité je suis hors sujet, mais je suis plus touché par les Rohingyas qui se font massacrer en Birmanie. On parle maintenant dans la presse de génocide, et j'aurais préféré avoir 200 Rohingyas qui puissent venir plaider leur cause en Europe que des gens riches qui, certes, on ne parle pas des Rohingyas, on ne compare pas la pauvreté des Rohingyas avec les Catalans. Mais on ne parle pas les misères. Et donc c'est là où je trouve qu'il y a un truc injuste qui se passe dans toute cette information. Les Catalans sans l'Espagne ne pourraient pas vivre. Je vais rebondir en 2 secondes pour la fin de cette citation. Qu'est-ce qu'il dénonce, cet écrivain? Il dit qu'en fait, les gens qui ont poussé à ce mouvement d'indépendance qui est complètement irrationnel et illégal, c'est les banquiers, c'est les industriels, c'est des intellectuels, c'est des journalistes qui, eux, ne seront pas inquiétés, alors que les politiques qui ont été poussés et qui finalement se retrouvent ici, eux vont l'être. Donc je crois qu'il y a quand même... Attention. Il y a quand même... j'ai un peu été regarder les causes, les raisons pour lesquelles ils étaient poursuivis pour notamment rébellion, sédition et malversation. Et en fait, il y a eu une organisation très claire du conflit avec justement l'Espagne, et dans cette organisation, donc on a voulu, donc les catalanistes comme je les appelle, Puigdemont et compagnie, ont voulu pousser une population vers ce dont elle ne voulait pas au départ. Ils ont même dit on va organiser les élections au moment où on est sûr qu'on aura une majorité indépendantiste. C'est vraiment le contraire de la démocratie, et ils ont fait ça avec de l'argent public, avec des documents qui sont apparus dans lesquels ils disent on va créer un conflit avec l'Espagne, donc l'Espagne va nous attaquer et on va profiter de ce conflit, ce qui s'est passé le 1er octobre. Je vois qu'en tout cas, ce sujet de la Catalogne et de l'Espagne, ça excite très fort les experts. Les politiques sont beaucoup plus calmes, très bien. Je vous propose de passer à notre rubrique tête d'affiche. C'est un moment un peu plus calme dans l'émission. On va vous présenter à chacun 4 visages qui ont fait l'actualité, et on commence par vous, Magali Plovy. Je vais vous proposer de choisir entre Valérie Plante, la nouvelle maire de Montréal. J'ai aussi Kevin Spacey, l'acteur à présent honni de Hollywood pour ses violences sexuelles, l'auteur goncourisé Éric Vuillard, ou le Belge le plus invisible, en tout cas en commission, Patok Chodiev. Alors, Valérie Plante, Kevin Spacey, Éric Vuillard ou Patok Chodiev, qui choisissez-vous? Mais c'est pas facile, parce que vraiment les 4, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais je prends vraiment la première. Valérie Plante. Tout à fait, pour... Voilà, sa belle campagne qu'elle a faite, son dynamisme, sa manière un peu différente d'aborder la politique. Et je trouve que c'est vraiment très chouette d'avoir une femme et voilà, politique. Ça vous donne envie de devenir bourgmestre à Forêt? Devenir bourgmestre à Forêt, c'est pas en tout cas dans l'actualité, mais en tout cas c'est très chouette d'avoir des visages féminins dynamiques qui font la politique. En tout cas, ça a l'air différent. Oui. Et donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous, Gauthier Calonne, je vous propose Thomas Nikiforov, le judoka skarbécois qui a demandé et obtenu la main de sa promise sur le tatami, le buteur diabolique Josip Weber, décédé à 52 ans, MBS, alias Mohamed Ben Salman, qui nettoie l'Arabie Saoudite de la corruption, ou encore le promoteur de spectacle bruxellois Gilles Morin, qui veut racheter Juste pour rire, suite aux condamnations de Gilbert Rozon. Condamnation pour violence sexuelle. Alors, Thomas Nikiforov, Josip Weber, Mohamed Ben Salman ou Gilles Morin? Alors, j'ai envie de prendre Josip Weber, c'est un peu plus sportif, et puis ça me rappelle, c'est l'occasion de bons souvenirs. Ça me rappelle des mauvais souvenirs en l'occurrence. C'est un des premiers matchs de foot que j'ai regardé à l'époque à la Coupe du Monde 94, Belgique-Allemagne, où Josip Weber est fauché dans la surface
de réparation alors qu'il allait marquer un but et peut-être nous serons qualifiés à aller plus loin. Et je trouve qu'il a peut-être une fin de carrière un peu plus triste puisqu'il a dû arrêter précocement pour des raisons de blessure. Et voilà, je trouve que c'est un peu jeune quand même pour partir. Et voilà, un petit clin d'œil par rapport à sa carrière et aux Diables Rouges qui ont joué hier soir. Ouais, exact, et qui vont encore jouer contre le Japon. Alors on aurait pu parler aussi de Louis Michel qui arrête la politique après 2019. Ça vous étonne, ça, Gauthier Calonne? Bon, je pense que d'abord c'est une décision qui lui est personnelle. C'est bien de laisser la place aux jeunes. Je pense qu'effectivement c'est bien de transmettre le flambeau et qu'il y ait une nouvelle... Enfin, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Voilà. À un moment donné qu'il y ait un passage de témoin et que la nouvelle génération puisse aussi prendre sa place. Et donc je pense que effectivement c'est aussi l'occasion de reconnaître une belle carrière qu'il a accomplie. Et maintenant, voilà, il y a une succession qui est en tout cas prête à prendre la relève. Ouais. Et chez vous, chez Écolo, vous avez pris la place d'Isabelle Durand. Donc finalement, vous aussi, quelque part... En effet, il y a eu un changement. Je n'ai pas pris la place d'Isabelle Durand. Non, vous avez profité de son départ. C'est tout à fait. Et c'est bien, parce que je pense qu'en effet, il faut pouvoir... C'est un renouvellement. Il y a du renouvellement qui est important en politique. Je pense que c'est vraiment fondamental. Ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse faire autre chose dans sa vie, que ça ne soit pas une carrière politique complète toute sa vie. Donc voilà, Isabelle Durand est passée à d'autres choses qui sont aussi très intéressantes. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi fait d'autres choses. Et ça nourrit vraiment le combat politique qu'on mène après. Et je crois que c'est pour un temps. Et c'est bien de retourner après justement, dans la vu société ce que vous civile. dites, oui. Vous allez faire ça pendant combien de temps? Parce que vous démarrez. Ouais, vous démarrez. Est-ce que vous savez déjà, je vais faire ça 5 ans, 10 ans, 15 ans? En tout cas, clairement pas jusqu'à la fin de ma carrière, ça c'est clair. Pas jusqu'à la pension de 67 ans. Pas jusqu'à la pension, ça c'est certain. Et vous, Gauthier Calonne? Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais effectivement, je pense qu'il faut pouvoir... la politique, ça ne doit pas être que toute sa vie professionnelle, qu'à un moment donné, il faut peut-être pouvoir... Vous n'êtes pas obligé de le dire, pour vous aussi dire que vous avez envie d'exercer des responsabilités pendant toute la vie. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît, j'ai envie de continuer, mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi laisser à la nouvelle génération... Je ne serai pas jeune éternellement, et donc à un moment donné, il faudra peut-être aussi laisser... Il y a un moment où on n'est plus jeune. Laisser la place à d'autres et transmettre le flambeau. Mais ça peut aussi transmettre le flambeau à des plus âgés, des plus anciens. Ce qui est chouette, c'est le renouvellement en fait dans la politique et de ne pas rester pendant 20 ans dans le même milieu. En fait, il faut pouvoir donner du souffle. Vous ne faites pas de jeunisme en tout cas. Alors, 1 an de Trump. Ça marque, pour certains ça se fête, pour d'autres pas. Et ce qui a surtout marqué, c'est l'invasion du tweet dans la gestion politique. De Macron à Franken, ça s'est vu. L'avis d'une politologue qui est invitée cette semaine en M, c'est Sylvie Roginski. Là, c'est le fait qu'il y a un accès qui est facilité, effectivement avec une question du temps qui est complètement revue, parce que ça peut être un peu à tout moment. Et qu'effectivement, je pense qu'il y a aussi certainement des effets de surprise, puisque bon, voilà, il y a quelque chose qui sort et puis les autres ne sont pas forcément au courant. Ouais. Mais après, je pense que ça, c'est lié aussi à un phénomène qui va largement au-delà des outils de communication, qui est aussi une individualisation du jeu politique, des partis politiques qui ne font plus vraiment autorité. Et donc ça a précédé aussi les réseaux sociaux. C'était déjà un phénomène qu'on pouvait observer depuis un certain temps, qui bien sûr, là, est encore plus mis en lumière parce qu'on le voit facilement, parce que c'est saisissable. Alors Marcel Sel, c'est cette profusion de messages et cette personnalisation aussi des messages politiques. Et ça, la profusion, c'est particulièrement chez Trump. Donc Trump provoque pratiquement à chaque message. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'on est dans une société où les réseaux sociaux ont pris une importance colossale, surtout y compris sur la formation de l'idée. Et que les groupes de pression, mais ça peut être des partis politiques, ça peut être des lobbies, ça peut être des ONG, etc., alimentent quelque part cette polarisation de la société, non pas en 2 groupes, mais en plein de petits groupes qui se lancent régulièrement dans des campagnes qui sont hashtagées, etc. Et donc Trump, comme Franken d'ailleurs, et peut-être d'une façon plus saine Macron, ont pris conscience de ça, ils sont entièrement rentrés dans ce paradigme, c'est-à-dire que ils ont compris qu'aujourd'hui, quand on parle à la population, on peut lui parler ou on doit lui parler avec des concepts extrêmement courts.
Et donc 140 caractères, rendez-vous compte. 280 depuis cette semaine. Oui, mais du coup, Trump, il est débordé là maintenant. il va devoir faire des vraies phrases. Ça va être très compliqué. Mais donc, Trump, en fait, systématiquement, il attaque toujours les mêmes cibles, c'est-à-dire le Parti démocrate, c'est-à-dire la presse, dont il dit qu'elle ment. Et donc, en fait, il continue à entretenir une idéologie tout à fait populiste. Et je voulais dire, peut-être, on l'associe souvent à Franken. Franken ne fait pas ça. Franken, d'abord, il ne dérape pas à chaque tweet. C'est toutes les 3 semaines et demie précisément. Il fait un petit dérapage, genre nettoyage en parlant de migrants. Mais lui, ce qu'il fait, contrairement à Trump, c'est qu'il ne rappelle pas sans arrêt qu'il faut détester les journalistes ou il n'hystérise pas. Voilà. Non, il n'hystérise pas du tout. Mais il va de temps en temps rappeler à l'électorat d'extrême droite que même si c'est vrai qu'il a une politique qui ne ressemble pas à ce que serait celle du Vlaams Belang en Belgique, eh bien voilà, il continue à avoir des petites idées qui pourraient les séduire et qui pourraient leur plaire. Donc c'est très différent. Mais c'est toujours dans la réduction, et c'est ça qui est terrible, dans la réduction du message en 2 mots ou en 3 mots extrêmement agressifs. Pascal Lemaitre? Moi, je trouve que ça va en opposition de ce que j'attends d'un chef d'État. C'est-à-dire que je travaille dans la littérature enfantine et pour moi, il y a le roi lion, il y a la force tranquille du lion, il y a la sagesse du lion qui prend le temps. Ça, c'est une chose. J'ai été aux États-Unis et une chose, je dirais, positive quelque part, c'est que Trump est un raciste et que ça fait dégager un mouvement. Les gens se disent, attention, il faut maintenant débattre sur ce sujet. Et donc, il y a un mouvement, par exemple, de gens qui veulent parler des pendaisons des esclaves qui ont été pendus et de débattre là-dessus, de commémorer ces pendaisons. Ces lieux où ça a lieu ont été ignorés. Donc, il y a tout un mouvement quand même de résistance face à l'imbécilité de Donald Trump. Magali Plovy. Oui. Par rapport au tweet, oui, je pensais qu'il y avait une question. Mais oui, non, mais je pensais qu'il y avait une question. Parce que, en fait, moi j'ai été voir vos tweets à vous. Ah, mais moi je viens d'aller sur Twitter. Donc je viens de commencer. C'est ça. Donc, c'est pas encore terrible dans votre cas. Non, j'en ai fait Vous avez 55 abonnés, dont moi. Oui. Conflit d'intérêts, Et alors, quand on regarde Gauthier Calonne, lui, c'est un peu mieux. 1896 abonnés. Enfin, il est encore très loin de Trump. Là, c'est 42 millions d'abonnés, donc il y a encore du boulot. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les réseaux sociaux répondent malgré tout à une demande des citoyens qu'il faut entendre, qui est avoir un lien direct avec les politiciens. Et ça, je crois que ça peut être positif. Après, il y a 2 faces en fait. Il y en a une qui est plutôt comme Trump et comme M. Franken qui va dans d'essayer d'attiser des peurs ou de mettre les gens les uns contre les autres. Et donc, où une politique en fait est réduite à 140 ou 280 maintenant caractères. C'est pas ça en fait. Ça doit être de l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le début de quelque chose, le début de rendre les décisions politiques transparentes, les expliquer, les argumenter. Mais et de sur Twitter, c'est un peu limité. Ah oui, non, mais donc, en effet, mais donc à partir de ce tweet, on peut aller plus loin et on peut commencer alors à aller, avec un article, expliquer et faire de la politique avec les citoyens. Vous savez, il fait ça. Moi, je suis là, un de vos tweets récents, c'était hier. Vous avez expliqué le pacte national pour les investissements, par exemple. Là, Gauthier Calonne, vous suivez les conseils de Magali Plovy. Bravo. Je suis pas. Je pense que c'est pas binaire. On ne doit pas être pour ou contre. Ça dépend comment on l'utilise. On a parlé de l'utilisation abusive d'un certain nombre. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, ça peut avoir son utilité pour contacter en même temps et délivrer un message aux mêmes personnes au même moment. C'est gratuit, c'est un contact direct et on peut aussi être interpellé. Vous ne devez pas passer par les journalistes. C'est de la proximité. Voilà. Ça change de la communication par les médias traditionnels, puisque là, on a cette immédiateté. Mais à côté de ça, il faut aussi se garder de ne communiquer qu'à travers ça, parce que ça ne permet pas la distance, ça ne permet pas le temps, la réflexion. Louis Michel, dont on parlait tout à l'heure, disait ce matin, on est passé de l'affrontement des idées à l'affrontement des émotions. Mais ça résume
assez bien ça, parce qu'on est dans la spontanéité, à chaud, avec des réactions qui ne sont pas toujours mesurées. Et c'est ça qu'on doit parfois aussi attendre d'un politique, c'est d'avoir une réflexion de fond nuancée. C'est ça, il y a une question d'éthique dans l'utilisation des tweets et des réseaux sociaux. Le New York Times a mis 10 ans à mettre une règle en matière de réseaux sociaux pour ses journalistes. Et la règle, elle est simple, elle est sortie il y a 15 jours. Et c'est donc, réfléchissez toujours si c'est important ce que vous allez tweeter, si c'est important de le faire maintenant, et si c'est important de le faire par vous. Et je trouve que c'est 3 bonnes questions à se poser. C'est une très mauvaise question parce que dans ce cas-là, je ne tweeterai plus jamais. Eh bien, peut-être que nous serions tous beaucoup plus contents si vous ne tweetiez plus. Alors, on va passer à notre sujet suivant, aux violences sexuelles, agressions sexistes. Le sujet est très présent. Alors, cette semaine, on a ouvert un centre, rue Autre, un centre d'accueil qui est destiné aux victimes des violences sexuelles. Alors, Sylvie Losberg, ce centre, c'est des centres pilotes, en fait. On en installe un à Bruxelles, il y en a un à Gand et à Liège, c'est ça. Oui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il n'y avait pas comme ça de centre global d'accueil. Oui, donc c'est non seulement une bonne nouvelle, mais c'est évidemment une nécessité et il est grand temps que ça voit le jour parce qu'on sait que les chiffres des violences sexuelles sont effrayants. Je vous rappelle que la précédente secrétaire d'État avait lancé sa campagne #100 par jour, ce qui veut dire 100 viols par jour en Belgique. Et donc clairement, il fallait une prise en charge parce que le problème, c'est pas uniquement la quantification des viols, mais c'est évidemment de permettre aux victimes, aux femmes agressées, puisque c'est quand même dans 90% des cas des femmes, de trouver un accueil adéquat, de ne pas devoir faire des allers-retours entre le commissariat, l'hôpital, et d'avoir finalement des gens qui sont formés pour les accueillir. Et ça, c'est ça qui est formidable ici, parce que moi, je connais bien Yannick Manigar, donc, qui est le chef de service du City Planning à Saint-Pierre, et qui est donc un des 3 coordonnateurs de ce nouveau centre. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au fond, il y a une volonté politique, mais il y avait déjà là un travail de terrain, une médecine sociale proche des femmes, parce que c'est pas seulement accueillir les femmes en cas de viol, c'est aussi pouvoir recueillir les preuves, c'est aussi pouvoir écouter finalement ce que c'est ce traumatisme et leur donner les moyens de s'autodéterminer dans des moments qui sont vraiment très très compliqués et qui impactent la vie entière des femmes. Une femme violée, c'est plus jamais la même personne qu'avant l'agression. Et je crois que vraiment là, on est dans un moment très important où on peut prendre en compte non seulement la question des violences, mais la question du sexisme en général. Et vraiment, moi, je trouve qu'il faut saluer le travail de ces personnes qui se mettent au service de la population dans des conditions qui ne sont pas évidente. Là, ce sera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Gauthier Calonne, c'est un bon point pour le gouvernement fédéral. C'est évidemment une bonne initiative et on peut même regretter qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Moi aussi, c'est un projet pilote. On doit regretter qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt. Il y a 3 centres, effectivement, en Wallonie, en Flandre et en Bruxelles. L'idée, c'est effectivement après qu'il y en ait un par province. Et je pense qu'on doit aller le plus vite possible vers ça. Et quand on entend les chiffres, et c'est vrai que la secrétaire d'État précédente, Slurs, avait effectivement lancé sa campagne en mettant en évidence ce nombre de chiffres, parce qu'il y a ceux qui sont déclarés, puis il y a toutes ceux qui ne le sont pas. Les victimes qui ne portent pas plainte. Et une des raisons aussi pour lesquelles parfois elles ne portaient pas plainte, c'était parce que peut-être l'accompagnement ou les lieux n'étaient pas forcément adéquats. Or ici, effectivement, ce seront des lieux spécialisés pour ça, avec, comme tu l'as dit, une formation des personnes qui les recevront. Et à côté de ça, on l'a dit, l'assistance psychologique, aussi le traitement médico-légal, parce que c'est important, mais aussi toute la phase judiciaire qui va pouvoir se mettre en place dès ce moment-là, puisque c'est les policiers qui iront dans ces centres pour recueillir les plaintes. Et donc, je pense que la victime sera parfaitement accompagnée, je dirais, sur toutes les phases de tout ce qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et donc, effectivement, on peut... Concert de louanges intégral. Vous aussi, Magali Plovy? Vraiment attendu et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. C'est un centre qui va permettre vraiment, c'est une étape très importante pour améliorer l'accueil et l'accompagnement des victimes. C'est vraiment ce qui est intéressant, et là je rejoins vraiment ce qui a été dit, c'est cette approche vraiment multidimensionnelle. Donc vraiment avoir la partie police, justice, et puis la partie vraiment médicale avec tous ces aspects. Et je pense qu'auparavant, le fait de devoir aller dans différents lieux pour porter plainte,
plainte, par exemple, et puis pour être suivi du côté médical, faisait que c'était compliqué peut-être parfois pour les victimes de porter plainte, mais en plus, peut-être difficile aussi d'avoir cet accompagnement global et donc de pouvoir vraiment faire ce travail pour se remettre de cette situation. Pour se reconstruire. Vraiment reconstruire, c'est vraiment le terme. Ouais. Pascal Lemaitre. J'avais une question que je me posais, c'est qu'on a eu un lourd passé, notamment au niveau de la pédophilie. Il y a eu toutes des actions qui ont été faites. Et là, à ce moment-là, on se posait la question de savoir quel est le traitement que l'on doit donner à la personne qui a perpétré le viol ou l'acte de violence. Et je me demande si, dans ce cas-ci, il y a un questionnement par rapport au traitement ou la façon d'agir par rapport à un violeur qui pourrait récidiver et de savoir, je me pose la question de savoir comment on peut arriver à ce stade de cette violence ultime dans notre contexte. C'est une question que je me pose. Oui, donc sur la question du sexisme structurel, il y a beaucoup à dire et c'est un peu mon core business. Donc clairement, en Belgique, comme dans beaucoup de pays occidentaux, le sexisme est légal. Je veux dire, on est dans des inégalités qui sont structurelles et qui légitiment in fine une violence interpersonnelle. Maintenant, je voudrais quand même rajouter un petit élément sur le centre Saint-Pierre qui me semble vraiment important. C'est la partie C'est ma vie, qui est un accueil des personnes qui sont en risque d'excision. Il faut savoir qu'en Belgique, nous avons 15 000 citoyennes belges qui sont excisées, qu'on a de grandes difficultés pour prévenir l'excision des fillettes en Belgique, parce qu'on ne met pas suffisamment de moyens, on essaye, mais on n'ose pas finalement avoir une intrusion dans la famille, ni même faire un examen physique des fillettes à l'école, comme on le fait pour les petits garçons lors des visites médicales, par exemple. Donc ça, je pense que c'est aussi très important de dire qu'on a pris vraiment à bras-le-corps ce problème. C'est un problème grave, parce que chaque année, nous avons 3000 fillettes qui sont en risque d'excision en Belgique. Salma Wash. Une question d'ordre plutôt, je ne veux pas dire psychologique, mais la question que j'entends le plus depuis qu'on a eu toutes ces révélations, c'est quoi le harcèlement ? À partir de quand commence le harcèlement ? Les hommes se posent la question, est-ce que là je suis en train de faire du harcèlement ? Je l'ai entendu plusieurs fois. Les femmes se disent, est-ce que là je suis harcelée ou pas ? Et donc face à ces révélations, plusieurs femmes se disent, mais en fait j'ai déjà vécu ça. Mais je n'en avais pas conscience puisque personne ne sait vraiment où ça commence, est-ce que ça peut causer. Comment ? Oui, mais ce n'est pas facile de comprendre pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. Attention aussi, parce qu'on a parlé de violence sexuelle, de centre clairement de violence. Parler de harcèlement, c'est une autre problématique. Est-ce que c'est exactement la même ? Est-ce que l'une mène à l'autre ? C'est un continuum. Et il faut savoir que la Belgique est très mal placée par rapport à la moyenne européenne, notamment sur la perception de la notion de consentement. Donc je crois qu'il y a de la sensibilisation à faire, de l'information, de la formation, et je crois qu'au niveau politique, il y a beaucoup à faire dans la société civile aussi, mais dans l'éducation en général. On va peut-être demander votre avis là-dessus. Mais tout à fait. En effet, il y a les violences sexuelles, c'est vraiment extrêmement grave, mais on a tout un système dans lequel on se trouve et c'est important de pouvoir y travailler. Donc, en fait, ça touche toutes les étapes d'une vie d'une femme, en fait. Ça commence à l'école, et puis c'est au moment des choix des sports, au moment des choix de filières de formation ou d'études, et puis ça va vraiment sur toute la vie. Et donc, il y a des décisions à prendre très importantes. Une, par exemple, qui a été prise en Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le décret pour changer les manuels scolaires, qui étaient vraiment marqués par le sexisme. Donc ça a été porté par les écolos, suivi par les autres groupes politiques. Donc là, on peut s'en réjouir. Mais je veux dire, on peut faire ce genre de choses, évidemment, à toutes les étapes de la vie. Et je pense qu'il faut aussi le faire en dialogue. Le dialogue entre les hommes et les femmes aussi, pour justement discuter de c'est quoi le harcèlement, c'est comment, pourquoi moi je le ressens comme un harcèlement et pourquoi vous ne le ressentez pas. En se mettant à la place de l'autre, ça permet de mieux comprendre. Exactement. Et donc oui, mais en tout cas en discuter, c'est déjà d'avancer là-dessus. Donc moi je pense qu'il faut vraiment mettre en place des lieux, des moments de discussion. On en a entendu parler. Les vrasses à l'école, généralisons les vrasses à l'école. Hein, voilà. Oui, c'est vrai, il y a des cours d'éducation sexuelle. Il devrait y en avoir. On parle d'école, moi je pense qu'effectivement, ça doit, quand tu dis finalement certains se demandent est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que ça l'est pas, je pense que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut conscientiser les enfants par rapport effectivement à toutes les politiques d'égalité qui se retrouvent dans tous les aspects de la société. Parce que parfois on a l'impression qu'on doit faire un peu d'égalité dans certains domaines, mais non, c'est à travers toutes les politiques qu'on mène, et je pense que
les mentalités évoluent quand même. Il y a quand même maintenant un certain nombre de politiques qui sont mises en place. Et j'ai quand même l'impression qu'on est plus sensible. En tout cas, j'entends quand même beaucoup de mes collègues qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions de sexisme, d'égalité, et se rendre compte qu'effectivement, c'est en perpétuant des stéréotypes et ce genre de choses dès le plus jeune âge que finalement on ne fait pas évoluer les mentalités. Donc vraiment axer dès le plus jeune âge les politiques sur ces questions. Oui, il n'y a pas que les politiques, c'est aussi les familles. Juste une remarque par rapport à ce que Salma Awash a dit. Les gens qui se posent la question avant de dire quelque chose, de faire un geste, est-ce que c'est du harcèlement ou pas, à mon avis, ils sont plutôt dans le bon. Oui. Ce sont les gens à qui se posent une question déjà. Oui, voilà. Mais il y a parfois des excès où, par exemple, je dis à une femme bisous et furieuse, elle me dit bon, c'est passé en ligne, mais furieuse, elle me dit est-ce que tu as eu mon consentement pour me donner un bisou? Et donc, je crois qu'il faut aussi faire attention. Ouais. Non, il faut que ça reste dans le dialogue. Il faut que ça reste un dialogue. Il faut penser qu'il l'humour peut-être des deux côtés, Marcel, pas seulement de votre côté, mais aussi du côté de la personne qui vous répond. Donc, je crois que c'était de l'humour, la manière dont elle vous a répondu. Non, ça. je pense pas. J'avais juste une chose auquel je pense, c'est que j'ai été amené à rencontrer des élèves dans les écoles, des adolescents. Et un élément dont on a parlé, c'est la pornographie. C'est-à-dire que via Internet, maintenant, les mômes, les ados ont accès à la pornographie. Et on a eu toute une discussion sur le modèle que cette pornographie amène par rapport à l'acte en lui-même, par rapport au corps lui-même et les performances sportives qu'il y a dans ces films. Et de dire aux mômes, mais vous savez que c'est un film qui est monté contre les autres films. C'est peut-être pas plaisant pendant une demi-heure de voir la même action sportive et qu'il y a des montages, des coupages. Et donc il y a une espèce aussi d'alimentation par rapport à cette problématique par cet accès à ce genre de filmographie. Magali Plovi. C'est très juste, cette problématique d'accès à la pornographie par Internet pour les ados, c'est un vrai problème et je pense qu'il faut vraiment s'y atteler parce que sinon on va se retrouver avec des problèmes par la suite. Un petit mot de conclusion, Sylvie Losberg. Il ne faut pas minimiser la part des groupes de pression qui précisément ne veulent pas d'éducation sexuelle à l'école, qui dénoncent des associations comme Sensoa qui font d'éducation à la pornographie dans les classes. Je crois il y a la bonne volonté générale, mais il ne faut pas minimiser la force de la réaction. Et je trouve qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un gros problème, c'est le manque de volonté pour généraliser les VRAS. Et je crois que si on commence par là, on aura déjà beaucoup d'espace pour agir. Ce sera certainement l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines. Là-dessus, on va passer à nos coups de cœur. Pascal. Et on commence par le coup de cœur de Pascal Lemaitre qui voulait nous parler d'un colloque. Oui, j'aimerais en profiter pour annoncer, on organise une journée sur le Cambodge le 22 novembre. Il faut s'inscrire avant le 14 novembre. Alors si vous googlez, vous faites Cambodge, Bruxelles, conférence 22 novembre, vous aurez les informations. Ça se passe avec démocratie ou barbarie. Et nous aurons comme invité Maître François Roux, avocat du tribunal international, Monsieur Raoul Genard, conseiller diplomatique du ministre des Affaires étrangères du Cambodge. Nous aurons John Ving, photographe Magnum. Nous aurons Emmanuel Poon, qui est chorégraphe et danseuse. Et ce sera toute une journée sur le Cambodge qui se rappellera du passé du Cambodge, mais aussi le futur. Et ça se passe avec le soutien de Démocratie ou Barbarie. Voilà. Oui, c'est important de regarder derrière soi pour avancer. Hein. Alors, Sylvie Losberg, vous vouliez parler d'une pièce de théâtre. Oui, qui s'appelle Handball, le hasard merveilleux. Alors, c'est l'histoire de Sylvie, n'y voyez rien de narcissique, qui a quitté l'Algérie en 62, donc c'est une Française, et qui se retrouve finalement à Constantine 50 ans plus tard avec l'équipe de handball dont elle est l'entraîneur ou l'entraîneuse, si on peut féminiser le mot. Et au fond, elle se retrouve dans un tournoi des nations, de la paix, où son équipe est cataloguée comme une équipe chrétienne, alors qu'elle, en fait, elle est juive. Ses joueuses sont plutôt d'origine musulmane, et elle se rend compte que cette assignation à identité est tout à fait négative et tout à fait artificielle. Alors l'histoire est portée à la scène par l'actrice qui est aussi, au fond, la metteuse en scène, celle qui a écrit,
et c'est son histoire. C'est l'entraîneuse. Et donc c'est une entraîneur de handball, et c'est handball au Théâtre de Poche jusqu'au début décembre. Voilà, un très bon conseil. Alors on va passer à la BD avec Marcel. C'est une superbe BD, donc elle s'appelle Macaroni. Elle a été préfacée par notre cher Salvatore Adamo et elle a reçu un prix du jury à Angoulême, si je ne me trompe. Et c'est l'histoire d'un vieux monsieur que son petit-fils comprend pas parce qu'il est triste, il est râleur, et en fait il a vécu, il est venu d'Italie, il a été envoyé en Belgique, il a descendu dans les mines, on l'a toujours un petit peu pas trop aimé parce qu'il était italien au début, ça s'est arrangé après, mais voilà. Et donc il dit finalement, j'ai jamais pu rien choisir dans ma vie, et c'est une histoire très touchante et les dessins sont juste sublimes. Macaroni, ça s'appelle. Macaroni. Oui, Macaroni. Et Salma Awash, vous allez nous parler de cinéma. Tout à fait. L'initiative Boostcamp, qui est à l'initiative de Diane Elbaum, est parrainée par Diane Van Furstenberg, qui est une créatrice bruxelloise, la plus bruxelloise des créatrices new-yorkaises, et qui soutient très fort, en fait, promouvoir le cinéma et les réalisatrices pour les femmes. Peut-être un petit peu moins d'Harvey Weinstein en perspective, vu qu'on se rend compte que depuis 1950, dans les films à Hollywood, les rôles et les cinéastes ont très peu évolué et restent presque exclusivement, essentiellement masculins. Et donc, cette initiative vise à promouvoir et à booster le cinéma de femmes. Et donc, voilà, on est en workshop, ils sont en workshop toute la semaine, et notamment des réalisatrices comme Ève Duchemin, qu'on a déjà vu avec son documentaire Anne Bastille, donc portrait d'une femme directrice de prison. Donc vraiment, c'est une initiative à soutenir. Voilà, bon conseil. Et mon coup de cœur, en fait, il est double. Il permet de rendre hommage à deux de nos experts. Tout d'abord, Pascal Lemaître et son livre « La fleur des marais ». C'est une collection pastel. C'est « Je m'appelle Sophie Line et je vis au Cambodge. La guerre a anéanti mon pays et mon cœur ». C'est un livre pour enfants, mais pas que. Et on y trouve l'histoire d'une jeune danseuse cambodgienne au milieu des Khmers rouges et comment elle sort finalement de sa propre histoire. Autre livre, c'est celui de Sylvie Losberg. Ça s'appelle « Toutes des salopes, injures sexuelles, ce qu'elles disent de nous ». C'est le décryptage de ce qui nous arrive par une analyse de l'histoire du sexisme via le langage et notamment les insultes. Ça paraît mardi aux éditions du Silo. Donc, c'est le livre de Sylvie Losberg. Donc, merci à nos experts d'amener leur nouveau livre. Et peut-être que nos invités ont aussi un petit coup de cœur à nous proposer. Gauthier Calonne, quelque chose à Ixelles ? Oui, un petit coup de cœur culturel et ixellois. Le musée d'Ixelles organise une belle exposition sur le photographe Douaneau. Ouais. Et donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'y aller. L'inauguration, le vernissage avait lieu mercredi dernier. Et il faut en profiter parce qu'ensuite, le musée d'Ixelles sera fermé pour des travaux. Donc, profitez-en, allez voir cette exposition qui est vraiment très belle et qui a déjà accueilli un certain nombre de visiteurs. Et profitez-en parce qu'après, il sera fermé. Et donc, il faudra encore attendre un petit peu. Magali Plovy. Alors, moi, c'est un peu plus spécial. C'est en fait Rob Hopkins est venu jeudi à Bruxelles. Je ne sais pas si vous voyez Rob Hopkins, c'est Monsieur Ville en transition et on l'a vu dans le film Demain. Il va sortir un nouveau livre qui va être traduit en français. Il y en a plusieurs. Et moi, vraiment, je le conseille. Donc, comme je disais, c'est Ville en transition. Il est venu parler pour Bruxelles en transition. Voilà. Et je trouve que vraiment, c'est un antidote pour les dépressifs de la politique. Ça booste vraiment et ça donne plein d'idées, beaucoup d'imagination pour changer les choses. Et alors, je trouve que parfois, on se demande comment les changer. Donc vraiment, je conseille ces livres et de l'entendre. C'est vraiment très positif. Merci à tous, merci aux invités, merci aux chroniqueurs. Bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine.